Il y a des livres dont la fin est tellement belle et tellement lumineuse, ça fait qu'effectivement, après, je me sens bien durablement. Éternellement. Au premier plan, un serveur grincheux, typiquement parisien. En toile de fond, les éclats de rire d'un groupe de jeunes filles au début de l'été. À une table, une libraire pose des questions à un auteur. Nicolas Garma-Berman s'est livré un peu devant un verre de Sauvignon, le sac à dos plein de livres venus tout droit de Marseille. Il publie ce 22 août 2024 son deuxième roman, L'épaisseur de l'aube, aux éditions Belfond. Un roman magnifique, sensible, traversé de musique, de silence et de fantômes qui met en scène deux frères. Je l'ai rencontré en même temps que son livre et tout de suite j'ai eu envie de lui poser des questions, connaître une partie de son monde intérieur, derrière les mots et la carapace. Il dit que pour lire ou écrire, il préfère le mouvement, le bruit, les autres. Entre les lignes, il y avait quelques silences pourtant, des fantômes qui continuent de nous hanter, des pays et des livres. Dans les deux cas, il y a tant de choses à raconter. Bienvenue dans la saison 2 de notre podcast Des gens qui lisent, en direct de la bibliothèque de Nicolas Garma-Berman. Tu veux un truc François ? Ouais, qu'est-ce que tu prends ? Qu'est-ce que t'as pris ? Sauvignon, il y a un happy hour sur le Sauvignon, je crois. Alors, je vais prendre la même chose, s'il vous plaît. Merci. La première question que j'ai envie de poser, c'est pourquoi est-ce qu'on se voit ici ? On est à Edgar Quinet, dans un café, dans l'un des cafés qui est sur la place de Edgar Quinet. Ouais, c'est un quartier, c'est le quartier où j'ai grandi. Moi, j'allais au lycée à rue Huygens, là où il y a les éditions Albin Michel. Les éditions Albin Michel, c'est ce que j'allais te dire. C'était prédestiné Enfin, au déjà. Je reviens à Paris régulièrement et les cafés à Paris, ça peut être ici ou à Belleville ou dans n'importe quel quartier de Paris, c'est la même chose. Des endroits dont l'ambiance me paraît spécifique à Paris. T'aimes bien lire dans un café ? J'aime bien lire dans un café, j'aime bien lire un petit peu partout, mais dans un café, ça marche bien. J'aime pas énormément lire quand il y a aucun bruit ou aucun mouvement. Ouais, j'aime pas beaucoup le silence en général. Ok. Par la nuit. En général, j'aime pas beaucoup le silence pour lire, pour écrire, pour travailler. J'ai besoin qu'il y ait une ambiance, ça peut être des voix ou du mouvement dans un train. Il y a pas beaucoup de bruit, mais il y a du mouvement. Je pense que c'est le mouvement plus que le bruit. Même si tout le monde se tait, le fait que le train bouge, c'est quelque chose d'important. Alors, j'ai moins de transport à Marseille qu'à Paris. À Paris, c'était pas mal. On pouvait lire longtemps dans les transports. Enfin, quand il y avait de la plage, quand il y avait de la place, il y a des plages. Ouais, mais il y a trop de. Ouais. Tu lis pas sur la plage ? Non. Tu vas pas à la plage peut-être ? Pas énormément à la plage. Non. Est-ce que t'arriverais à raconter, à expliquer ce que ça te fait de lire ? C'est quoi lire pour toi ? Alors, c'est à la fois quelque chose de fondamental. De lire ? De lire, ouais. Enfin, de fondamental dans le sens où les moments où je lis pas sont des mauvais moments, quoi. Des mauvaises périodes. Je pense que c'est un rapport compliqué à la lecture depuis toujours. Donc, je suis pas quelqu'un qui a lu enfant ou adolescent, jeune en général, des dizaines de livres par semaine. Je viens d'un endroit où il y avait énormément de livres. Chez toi, tu veux dire ? Chez moi, ouais, il y avait énormément de livres. Grosso modo, la décoration de l'appartement, c'était des livres. Une famille, mon père était traducteur. Il y avait des livres de philosophie, des livres de théâtre, des livres de poésie, des romans, enfin, vraiment partout dans l'appartement. Pour la lecture, je sais pas si ça vient de là, mais en tout cas, ça m'a paru toujours quelque chose d'important et de sérieux. La lecture. Je pense qu'à la fois, ça m'a donné envie d'y aller et à la fois, ça crée quelque chose d'un petit peu complexe. Et toujours aujourd'hui, quand je lis, je cherche quelque chose qui est, je sais pas, assez profond. Je commence énormément de livres sans les finir. Bah, pour moi, c'est des rencontres à chaque fois. Je lis principalement des romans de fiction, mais c'est toujours des rencontres. C'est, d'une manière générale, c'est presque des amis. Enfin, du coup, un petit peu comme avec les amis. Ça demande un engagement que je suis pas toujours prêt à avoir. Il y a des périodes où je suis pas prêt à avoir cet engagement-là et du coup je continue à lire, mais alors je lis d'autres choses, je lis des nouvelles, ou je lis des choses qui nécessitent moins de toi. Bah, tu parlais des premières lectures. Est-ce que on te lisait des histoires, je sais pas. Est-ce que les premiers c'est toi qui allais les chercher? Comment t'as commencé du coup à avoir envie ou avoir cette curiosité-là? Alors mon père me lisait l'Odyssée. L'Odyssée d'Homère? Ouais, alors il me lisait, je crois pas j'ai pas de souvenir très précis de ça, mais je pense pas qu'il le lisait, je pense qu'il racontait l'Odyssée. Et donc j'ai des souvenirs très précis des histoires de l'Odyssée, mais
pas des textes, je pense qu'elle était fondamentale, enfin, qui a vraiment créé un goût pour les histoires. Et, je me souviens pas des moments, mais je me souviens bien des histoires. Je me souviens c'était raconté. Je pense que, autant que je m'en souvienne, en tout cas, c'était les premiers moments de la lecture écoutée, mais c'était les premiers moments. Après, quelques histoires enfants, moi que j'ai retrouvé, que j'ai lu à mon gamin et qui a aimé. Pourtant, c'est une histoire qui est quand même très vieille, qui s'appelle La grosse bête de Monsieur Racine. Déjà lu ça? La grosse bête de Monsieur Racine, non, je connais pas. D'un mec qui s'appelle Ungerer. Tommy Unger. Tommy? C'est celui qui a écrit Les Trois Brigands, etc. C'est le même? C'est possible, je suis pas sûr. C'est une petite histoire, c'est une histoire avec des illustrations, mais c'est une histoire de gamins qui veulent aller, en gros, voler des fruits et des légumes dans le potager d'un vieil homme qui se déguise en une espèce de bête. Ils prennent des couvertures, des chaussettes, ils se déguisent en une espèce de bestiole. Un petit peu chimérique comme ça. Et le type les voit dans son potager. Il comprend pas que c'est des gamins, donc il pense que c'est une nouvelle espèce d'animal qui est dans son jardin. Il commence à l'étudier. Il a des penchants un peu scientifiques, donc il commence à l'étudier. Ça se passe au début du 20e, probablement. Le bouquin date des années 70, je pense. Ouais. Il commence à étudier la bête en question, qui devient son ami. Il envoie des descriptions à des scientifiques de l'époque. Donc ça se finit où ils vont dans une espèce de salon scientifique à Paris pour montrer la bête en question, qui est en fait deux gamins cachés dans des couvertures un peu. Et c'est hyper drôle. Et ça, c'est quelque chose que tu lisais petit? C'est un truc dont je me souviens. Toi, je me souvenais petit. Ouais, c'est quelque chose que je lisais petit. Tu lis à ton enfant aujourd'hui. Et que j'ai lu quand il était un peu plus jeune. Aujourd'hui, et qui marchait toujours aussi bien aujourd'hui. C'est une histoire hyper drôle et c'est très bien écrit, il y a des beaux dessins. Enfin, c'est un beau livre pour enfants de, je sais pas, 5 ou 6 ans, quoi. Donc voilà, ça je pense que c'est probablement la première histoire dont je me souviens, vraiment probablement tout petit. Et après, il y a des trucs, parce que c'était plus tard, des bouquins de Jules Verne, des nouvelles de Poe. Je sais pas quand j'ai lu ça. Les nouvelles de Poe, je pense que c'est un truc qui m'a marqué, vraiment. Côté fantastique, l'écriture, les histoires en tant que telles, enfin, qui sont incroyables. Le chat noir, le masque de la mort rouge. Et ensuite, et le baron perché. Je pense que c'était un peu plus tard, je pense. De Calvino. Oui. Ça, je pense que c'était une histoire qui m'a vraiment émerveillé. Le talent de conteur de Calvino, ce gamin il s'appelle Combe, je crois. Oui, c'est ça. Qui décide d'aller vivre dans les arbres. Et ce conte, c'est magnifique. Et ça, je pense que c'est vraiment un des bouquins un des seuls bouquins que j'ai relu plus tard et qui m'émerveille toujours. Enfin, c'est vraiment très beau. Et puis il a vraiment un talent, Calvino, une espèce de conte philosophique à l'ancienne. Je sais pas s'il y en a énormément des livres comme ça aujourd'hui, mais quelque chose qui m'a émerveillé, qui m'émerveille toujours. Et puis un souffle de liberté aussi qui t'autorise quand t'es enfant, parce que tu lis ça, tu te dis mais on peut faire ce qu'on veut, c'est incroyable. C'est ça. On peut faire ce qu'on veut, écrire ce qu'on veut, imaginer ce qu'on veut. Je pense que je suis pas objectivement un très gros lecteur. En quantité. En quantité, ouais. Okay. C'est pas grave. Il y a énormément de choses que je n'ai pas lues. T'entends parfois des romanciers, souvent des romanciers qu'on dévorait toute leur vie des livres, ont commencé à écrire à 6 ans. Toi, c'est pas ton cas, donc. C'est pas du tout. Okay. Mais en même temps, c'était toujours quelque chose de très important. Je sais pas si c'est lié. Enfin, il y a peut-être quelque chose là, la lecture et l'écriture et le fait que ce soit très important, c'était peut-être aussi lié au fait que du coup, je lisais moins, mais à chaque fois que je lisais, c'était important. Même aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est pas le bon moment pour un livre. Si la rencontre se fait pas relativement vite, c'est pas forcément à cause du livre, c'est probablement à cause de moi, mais quand une relation je laisse de côté. Et, parfois je le reprends, parfois je le reprends pas. C'est la question que j'allais te poser. Tu peux être avoir envie de revenir plus tard. Oui, bien sûr. Attendez que je pense que 80% des livres que je commence, je les arrête assez rapidement. Et dans ces 80%, il y en a combien de pourcents la moitié, j'y retourne quand même. Ouais. Et c'est quoi? C'est que je pense qu'il y a des problèmes de moment. Ouais. Moi, j'y retourne plusieurs fois jusqu'à ce que ce soit le moment. Parfois, c'est jamais le moment, mais. Tu persévères quand même. Ouais, parce que je sais que souvent, c'est pas à cause du livre. Hein. Comment tu choisis tes lectures globalement? Comment ta première rencontre, même si il y en a plusieurs après peut-être, se fait avec un livre? Je pense que dans la majorité des cas, je choisis tout seul dans une librairie. C'est vrai? En parlant un peu avec les libraires. Un peu. Okay. Pas sur la couverture ni sur le titre. C'est vrai, le titre n'a pas d'importance pour toi. Enfin, ne peut pas t'attirer. Le titre a forcément une importance et la couverture aussi, parce que de toute façon, il faut ouvrir le livre à un moment et donc il y a quand même beaucoup de livres sur les tables et donc pour que je les ouvre, j'imagine que ça a
ou une importance, mais je sais pas exactement laquelle. Est-ce que tu aimes parler de tes lectures? Est-ce qu'il y a des personnes avec qui dont la vie compte pour toi et t'as envie d'échanger sur un livre que t'as aimé? À la fois, j'aime bien en parler. Bien sûr, j'aime bien partager. On aime tous partager dans ce qu'on a. Ce qui nous a touché. J'ai des réponses de gens qui me disent mais non, c'est hyper perso. Non, mais je suis d'accord avec ça aussi. C'est-à-dire que j'aime bien en parler. Après, par rapport à d'autres choses, par exemple, je sais pas si quelqu'un aime pas un film que j'ai aimé ou ça m'agace, ça peut effectivement au minimum faire un mauvais quart d'heure au café. Par contre, les livres, si quelqu'un aime pas les livres que j'ai lus, ça a jamais été un problème. Ouais, sur la musique et les films, oui. Ouais, mais pas sur les livres. Un peu passionnel, mais pas sur les livres. Ouais, mais je sais pas trop pourquoi, mais j'ai l'impression que non, pendant longtemps, c'était pas vrai. Pendant longtemps, ça m'énervait. D'ailleurs, pendant longtemps, j'offrais aux gens des livres que j'aimais, et puis je me rendais compte que fallait que j'arrête de faire ça parce que voilà, des livres qui m'avaient profondément touché, qui me bouleversaient, etc. Et que ça faisait pas la même chose. Mais en même temps, je me rendais compte que quand ils les aimaient pas, voilà, ça me posait pas plus de problèmes que ça. Donc à un moment, j'ai arrêté de leur offrir des livres que j'aimais déjà. J'ai essayé de réfléchir à ce qu'ils aimaient eux. Et en fait, c'est plus intéressant quelque part. Enfin, moi, ça me fait découvrir des trucs. Là. Et eux, ils sont davantage contents quand je leur offre un livre. Je sais pas si c'est plus personnel une chanson qu'un film. Je sais pas, c'est pas le même voyage, c'est pas la même rencontre. Et avant de changer de braquet et d'offrir aux gens des choses un peu différentes, il y avait des livres que t'aimais particulièrement offrir, des choses qui étaient vraiment importantes pour toi, que t'avais à cœur de faire découvrir? Ouais, il y en avait pas mal. Enfin, un livre que j'ai énormément offert, c'est La vie devant soi de Gary Ajar. Moi, je l'ai lu, je l'ai offert pendant des années à tout le monde. Alors, je pense que déjà la moitié des gens l'avaient lu, donc ça servait à rien. Et pour ceux qui l'avaient pas lu, bon, je sais pas ce qu'ils pensent. Non, en général, La vie devant soi de Gary, ça marchait quand même. On ne peut pas ne pas aimer ce livre. Non, d'accord. Ça marche. Ça marche. Ouais. Après, j'ai une période où je lisais tous les bouquins de Murakami. Ok. Et je fais beaucoup de bouquins de Murakami. Bon, ça, par contre, ça marchait beaucoup moins. Je pense que je fais un peu n'importe quoi de Murakami. Il y a pas mal de bouquins que j'aime bien. Ouais, je ferais. Alors, Kafka Survival, j'ai pas trop offert parce que je sais pas. Je me suis dit que si c'était des gens qui avaient jamais lu Murakami, c'était un bouquin de 800 pages. Donc j'offrais des trucs du type La balade de l'impossible ou Au sud de la frontière, à l'ouest du soleil. Ça, c'est un petit livre, petit livre d'amour. Je connais pas celui-là. C'est vrai, ça. Bah, c'est un petit roman d'amour en taille. Et moi, je trouvais très beau. Avec un titre que je trouvais très beau aussi. Donc, répète le titre, c'est À l'ouest du soleil? Au sud de la frontière, à l'ouest du soleil. Ouais, South of the Border, West of the Sun. Il y a des titres de chansons dans pas mal de ses livres. Je sais pas si c'est West of the Sun ou South of the Border, mais il y a une partie de titre qui est en principe tirée d'une chanson, je crois. Chanson de qui? Dans son livre, je crois que c'est une chanson de Nat King Cole, mais enfin, je crois que Nat King Cole a jamais chanté une chanson qui s'appelait comme ça, mais que d'autres l'ont chanté. Enfin, il y a une espèce de truc fictif dans le livre sur Nat King Cole qui a enregistré cette chanson. Enfin, mais c'est vraiment une histoire d'amour, de jeunesse. À la Murakami, dans les livres qu'il écrivait, sur cette partie des livres qu'il écrivait qui n'était pas fantastique du tout, que c'était vraiment des histoires d'amour, de jeunesse, tristes. Et cette histoire d'amour peut être autre chose que triste dans la littérature. C'est un autre débat. Ça, je l'ai offert, mais ça a plusieurs fois pas fonctionné. Ah mince. Murakami, j'ai arrêté. J'aime bien le romanesque, très romanesque. J'aime bien quand c'est... Je préfère la fiction, sans aucun doute. J'ai tendance à préférer la littérature étrangère, anglo-saxonne, en grosse majorité, je pense. Que tu lis dans le texte ou traduit? Non, parfois. Il y a quelques auteurs que je lis dans le texte, mais... Alors, je peux lire Paul Auster dans le texte. En général, je lis en français, mais c'est des auteurs qui ont c'est très travaillé... je sais pas, c'est très intelligent, très précis, etc. Mais en termes de vocabulaire et de structure, etc., j'ai pas l'impression de rater énormément en lisant en anglais. Je comprends. En train de lire justement du Paul Auster, parce que il y a beaucoup de livres de Paul Auster dans la bibliothèque, qui est pas seulement ma bibliothèque, donc j'avais jamais lu Léviathan. Léviathan, ok. T'as commencé? Oui, j'ai commencé. La corne, c'est là où j'en suis. Donc tu cornes pour marquer ta page. Tu mets pas de marque-page. Non, je les perds. Tu les perds? Ouais, je les perds. Non, j'adore pas les marque-pages. Il y a quelques passages de livres que je relis. Il y a des fins de livres que je relis, par contre. C'est vrai. Début de livre et des fins de livre. Parce que parfois, j'ai l'impression que la fin, parfois, je suis époustouflé par la fin, d'une beauté incroyable, je sais pas. Et en même temps, il y a toujours un truc quand tu finis un livre, moi, je finis un livre, en tout cas, qui est, il est un peu douloureux, quoi. Il y a la fin des Raisins de la colère de Steinbeck, que je trouve aussi magnifique. C'est une fin, alors je pense que Les Raisins de la colère, c'est mon livre préféré. C'est vrai? C'est l'histoire de cette famille, ça se passe dans les années 30, émigrés du Midwest américain, tout va mal aux États-Unis, la Grande Dépression, etc., qui vont en Californie pour essayer de trouver
du travail. C'est un livre hyper dur sur des ouvriers agricoles. Enfin, c'est à la fois une fin qui est ouverte, qui est très triste, qui est très belle, avec un personnage qui change complètement sur la dernière scène. C'est une scène dont j'ai gardé des images débiles, quoi. De Godet, le Soleil d'Escorta. Je relis le premier chapitre du Soleil d'Escorta régulièrement. Et c'est une langue qui est très belle aussi. La langue est magnifique. C'est ce premier chapitre où il y a un vieil homme qui revient dans son ancien village à Dodheim. Je sais pas quelle est la première phrase, je me souviens pas exactement. Le soleil fendait la terre ou quelque chose comme ça. Ou le soleil semblait fendre la terre. La chaleur du soleil semblait fendre la terre. Pas un souffle de vent ne faisait frémir les oliviers. Tout était immobile. Le parfum des collines s'était évanoui. La pierre gémissait de chaleur. Le mois d'août pesait sur le massif du Gargano avec l'assurance d'un seigneur. Il était impossible de croire qu'en ces terres, un jour, il avait pu pleuvoir, que de l'eau ait irrigué les champs et abreuvé les oliviers. Impossible de croire qu'une vie animale ou végétale ait pu trouver sous ce ciel sec de quoi se nourrir. Il était 2 heures de l'après-midi et la terre était condamnée à brûler. Laurent Godet, Le Soleil d'Escorta, édition Actes Sud. Et tu allais me parler donc de ce livre de Paul Auster que tu découvres là, Léviathan. Est-ce que tu peux en dire quelques mots? Quel est le propos du texte? Donc le livre s'ouvre sur un espèce d'attentat. Quelqu'un est mort dans une explosion. Le narrateur qui s'appelle Peter Aaron, qui est un espèce d'alter ego de Paul Auster, qui est écrivain, reprend de raconter l'histoire du personnage dont il sait que il est mort dans cette explosion. C'est assez fascinant parce que c'est un bouquin qui raconte comment il a rencontré ce personnage, cet ami-là, comment ils sont devenus amis. C'est très intelligent. Et en même temps, c'est, je sais pas, l'écriture de Paul Auster, donc c'est très simple. Et c'est le projet qu'il était en train d'écrire qui s'appelait Léviathan. Mais Léviathan, t'as l'impression que c'est aussi un petit peu cette espèce de grosse mécanique implacable du destin contre lequel on peut pas grand-chose. C'est très intelligent et très beau. Et est-ce que des livres sortent de chez toi? Est-ce que tu prêtes tes livres? Tu fais partie de quelle équipe? Quel type? Ouais, je me prête à reculons. Ouais. Un reculon. Et c'est con, hein, parce que j'ai pas de reculons, mais en même temps, j'ai pas d'attachement à l'objet. Donc, je pourrais, je sais pas, si je te prête Léviathan, et que tu me le rends pas, je peux retrouver le Léviathan de Paul Auster. Mais, j'aime pas, me rendre compte à un moment que, je pense à un livre et qu'il est plus là. Ça m'agace, mais oui. Et alors, qu'est-ce que tu as apporté aujourd'hui? Tu as apporté une sélection de livres qui sont importants pour toi? C'est des poches parce qu'il fallait voyager quand même. C'est lourd dans le sac. Ah oui, il vient de Marseille. Ouais. Non, mais je me suis rendu compte que dans un sac à dos, tu peux faire énormément de livres de poche. Donc à la question, si tu prends 3 livres sur une île déserte. On va en parler après. Ouais, moi je répondrais, je prends un sac à dos. Alors les raisins de la colère, je l'ai plus sorti. C'est donc tu m'as dit tout à l'heure, c'est ton livre, un de tes livres les plus importants pour toi. Alors le Bar Perché. Oh, mais c'est l'exemplaire sur lequel tu l'as lu quand t'étais enfant? Ou tu l'as Probablement. Le Soleil d'Escorta, ouais. Ouais, Godet en général, ça c'est un bouquin, moi, quand j'étais ado, qui m'a énormément marqué. 1984 de George Orwell, ouais. Que t'as lu ado? Ado, ouais. Je l'ai lu plusieurs fois. Je crois que c'est un des rares bouquins que j'ai lu plusieurs fois. Que j'ai lu ado, que j'ai relu à 20 ans. Et que t'as aimé à chaque fois? Le relu à 24 ans. J'ai entendu qu'il y avait une nouvelle traduction qui est sortie il y a pas très longtemps. Il y a 1 an ou 2. C'est un bouquin que je me souviens avoir terminé dans la voiture. Une fois. À Paris. Dans les bouchons. C'est pas toi qui conduisais, rassure-moi. Si. Ah non! Non, on était dans les bouchons. C'est vrai? C'était complètement bloqué. Parce que, je sais pas, rue de Rivoli, mais à l'époque, je sais pas, moi j'avais une voiture à 20 ans et je relisais 1984 et c'est tellement bouché que tu pouvais lire je me souviens très bien avoir fini 1984 dans le... En plus, la fin est marquante, quand même. Okay. Là, je sais pas pourquoi, il y a probablement des gens qui m'ont klaxonné. Ouais. Jack London, il est magnifique. Je l'ai découvert très tard. Ouais, c'est magnifique et en même temps, c'est un personnage très antipathique, quand même, quelque part. Martin Eden? Ouais, très ambitieux, très... Non, alors moi, je le trouve à la fois fascinant et à la fois, tu peux comprendre qu'il y a plein de gens qui le trouvent très antipathique. Il est hyper touchant. Il se construit et il découvre au fur et à mesure que tout ce qu'il admirait, c'est du fake, quoi. Enfin, c'était une construction du sable. Ouais, c'est vrai. En même temps, il est quand même... London était un mec assez détestable. C'est vrai? Moi, j'ai un bouquin de correspondance de London à ses enfants. Bon, les lettres de London à ses enfants sont pas les lettres que t'as envie d'écrire à tes enfants. Ça, c'est vraiment
il donne des leçons surtout, il est jamais là, il est assez humble de lui-même, etc. Enfin, tu ressens un peu quand même ça dans le personnage en question, mais c'est tellement romanesque et tellement beau. Je suis d'accord, à la fois l'histoire d'écriture, l'histoire de découverte, l'histoire d'amour, enfin tout est. Mais c'est elle que je trouve détestable dans ce bouquin. Ouais, bah oui, en tout cas c'est lui qui essaye de. Oui. Enfin, ça, c'est ce que je dis. Le chat noir. Ouais. Et dans une édition junior, donc ça doit être probablement celui que t'as lu. Ah, c'est la version. Oui, avec les petits trucs à la fin. Avec les questions à la fin, qui existait à une époque. Ouais. Pour Anneliek François. La ville François, on a parlé. Quand j'étais ado, c'était. Ça, tu l'as jamais relu? Si. La ville François, je l'ai relu. Cette langue. La langue incroyable, l'histoire, l'humanité de l'histoire, la fin aussi de ce livre magnifique. Hein. Murakami, j'ai pris Kafka sur le rivage, je pense que c'est un bouquin que j'aurais bien aimé écrire. C'est un truc. Dans la question que je vais poser tout à l'heure. C'est pas parce que j'admire le bouquin plus que je sais jamais trop où ça va aller, où il se permet tout sur le personnage qui sort de nulle part, une espèce de mythologie un petit peu. J'imagine que ça doit être un plaisir incroyable d'écrire ce genre de livre. Il y en a d'autres encore? C'est un puissant fond. Mais t'as vu, hein, sac à dos, hein. C'est pas mal. Ça devait être long, cela dit, hein. Ça, corps et âme, Franck pas encore, mais tellement de gens m'en parlent, de clients de la librairie me disent c'est magnifique. Ouais, c'est très beau. Sur la musique? Ouais, c'est l'histoire d'un gamin d'une famille pauvre qui découvre le piano dans une cave quelque part. Je sais plus exactement. Ça fait longtemps que c'est un truc d'apprentissage. C'est effectivement un bouquin sur la musique, mais c'est toute la vie de ce gamin jusqu'à ce qu'il devienne adulte quand même. Moi, c'est un bouquin que je trouve magnifique parce que c'est un livre sur la musique. C'est très technique par moment. Moi, je fais du piano, mais j'ai pas de formation théorique du tout, donc je comprends rien. Quand il raconte ces choses-là, je comprends rien. Et en même temps, il y a quelque chose sur la musique d'un point de vue beaucoup plus, je sais pas, émotionnel ou qui est tellement bien écrit. C'est probablement un musicien lui-même, je sais pas, qui te transporte. Et je trouve ça assez incroyable d'arriver à faire ça dans un livre. Il y a pas beaucoup de livres, je trouve, qui arrivent à parler de la musique de cette manière-là. Moi, n'importe quel bouquin de Eric de Luca. Là, t'as pris le contraire de 1. Ouais, alors j'ai pris vraiment un livre au hasard, c'est des nouvelles, le contraire de 1. Mais Eric de Luca, c'est un des rares auteurs, je pense que j'adore lire à n'importe quel moment, parce que ça fait immédiatement, enfin c'est une langue incroyable, de poésie sur chaque mot. Bon, généralement, je ressenti ça chez d'autres auteurs, très poétiques. Enfin, puis le personnage, enfin c'est très très humain. C'est pas du tout sensationnel, tout est toujours enveloppant, des atmosphères. Je sais pas, l'écriture, c'est beau, c'est vraiment très beau. Je sais pas comment je vais pas trouver un meilleur mot. Mais ça suffit, la beauté, c'est bien. Stephen King, son livre sur l'écriture, Mémoire d'un métier. Ouais. Ok. Ouais, c'est un livre que j'ai lu il y a longtemps, mais je sais pas, ça 20 ans. C'est un livre où il raconte à la fois lui son expérience. Enfin, comment il est devenu écrivain, mais c'est drôle, hein. En vérité, enfin, c'est un mec assez drôle, et ça, c'est assez drôle. Comment il écrivait son premier roman sur sa machine à laver, enfin bon, c'est assez marrant. Et en même temps, c'est un truc, c'est un bouquin, moi, que je trouvais assez passionnant sur l'écriture d'un point de vue technique. J'écris très très tard. Donc, je pense que c'est quand même un bouquin qui a débloqué quelque chose dans le sens où c'est un mec qui t'explique que c'est un travail que tu peux apprendre. Mais moi, je trouve que c'était très plaisant à lire, très drôle. Et en même temps, t'apprends des choses dont je me souviens toujours. Par exemple, il dit, moi, j'écris la première version de mon roman, ma deuxième version du roman, c'est la première version, moins 10% de mots. Et moi, c'est un truc que j'essaie toujours de faire. Oui, c'est très concret. C'est très concret. Les vestiges du jour, Kazuo Ishiguro. Un classique aussi. C'est lui, des Britanniques. Moi, ça, c'est un bouquin qui m'a fasciné parce que j'ai mis des années à le lire. C'est l'histoire d'un majordome dans les années 20-30 en Angleterre. Le personnage est incroyable. La manière dont il se remémore tout ça, la manière dont ça parle de la manière dont on appréhende son travail, sa vie, avec quelle conscience, le choix qu'on a fait. C'est une histoire d'amour raté, en gros, avec une gouvernante de son. Une histoire d'amour raté, j'adore. Ouais. Histoire d'amour qu'il aurait pu avoir. Ça va dans un détail de l'humanité des personnages. C'est très beau. Quand tu lis en parallèle, Emilia Sato, l'absence est une femme aux cheveux noirs, mais... Bon, le prochain roman, il se passe en Argentine. Ton prochain roman? Ouais, du coup, je lis pas mal de bouquins. Ça, c'est pas un roman, c'est un livre un peu plus documentaire, mais en même temps, c'est très beau, hein. Ce qu'elle écrit, c'est des témoignages c'est avec un photographe. Des témoignages de disparus de la dernière dictature argentine.
Tous les petits détails que tu retrouves dans tout ce témoignage, c'est intéressant. Et elle en fait un texte qui est vraiment très touchant, très beau et très touchant avec les photos. C'est un beau livre. On a vraiment le choix. abordé beaucoup de choses. Donc voilà, si tu étais un titre de livre. Le livre de Murakami, Au sud de la frontière, à l'ouest du soleil. C'est beau, ça. Je trouve que c'est un très beau titre. Peut-être parce que ça, sans se venir en partie d'une chanson, enfin moi ça musical, ouais, ça pourrait être un titre de chanson. Si tu étais un héros ou une héroïne de romance, qui a un personnage un peu marquant pour toi que t'aimerais incarner. Non, moi je pense que ce serait le majordome. Des vestiges du jour. Shiguro des vestiges du jour. Parce que je pense que j'ai rarement eu l'impression d'aller aussi profond avec quelqu'un, aussi profondément avec quelqu'un dans un livre. C'est l'impression que m'a donné ce livre-là. C'est entièrement autour de ce personnage. Et en même temps, c'est jamais un livre qui se met en avant, une délicatesse dans ce personnage-là que je trouve assez fascinant. Est-ce qu'il y a un auteur ou une autrice que tu aurais aimé, mort ou vivant d'ailleurs, que tu aurais aimé rencontrer ou pas, avec qui tu aurais aimé passer du temps, que tu aurais aimé connaître, boire un coup avec cette personne? Alors boire un coup, pas de problème, ouais, avec beaucoup d'auteurs. Mais non, d'une manière générale, j'ai jamais éprouvé ce besoin de rencontrer des auteurs. Par contre, non, mais l'écriture, moi, c'est venu en écrivant avec quelqu'un d'autre. Donc, j'écrivais un peu des petites nouvelles, des trucs, enfin. Okay. Franchement, pas très sérieusement et tard, à 30 ans. Je crois que ça, parce qu'il a vraiment provoqué quelque chose, c'était d'écrire avec un ami, mais qui écrivait des nouvelles aussi quand c'était, mais qui est indien, donc qui est en anglais. D'accord. Et écrire en anglais, écrire avec quelqu'un, je pense, et écrire en anglais, enfin, je pense que les deux choses, ça a rendu l'exercice tellement sympa, tellement agréable. Et donc je me suis rendu compte qu'en fait c'est ça qui m'intéressait plus que tout, c'était d'écrire des histoires. De l'écriture, c'était pour moi en tout cas quelque chose de, c'était un outil pour écrire une histoire, mais pas l'inverse. Okay. Quitte à rencontrer quelqu'un, quitte à rencontrer un écrivain, plutôt que de boire un verre, j'aimerais bien boire un verre avec Steinbeck, mais ce serait de voir, de travailler avec un écrivain. Ok. D'écrire une histoire avec. Et avec qui? N'importe lequel d'entre eux qui se fait réceptif à ces idées-là. Je suis pas sûr qu'il y en ait énormément, mais alors écrire une histoire avec Stephen King, ça me ferait délirer, par exemple. Je sais pas pourquoi il y a pas plus de romans qui sont écrits à quatre mains ou plus. Même si t'écris pas vraiment à quatre mains, mais enfin quelqu'un écrit, quelqu'un repasse, ou même plusieurs personnages, quelqu'un écrit des parties. Enfin, il y a plein de manières dans ce monde de travailler, mais enfin que ce soit pas nécessairement un exercice complètement solitaire. Enfin là, je le fais de manière solitaire dans les romans, mais j'aimerais vraiment énormément écrire un roman avec quelqu'un d'autre. Nicolas, la particularité aussi de ces échanges, c'est que la personne que j'ai vue avant toi t'adresse une question sans savoir qu'elle serait pour toi. La dernière personne avec qui j'ai échangé pour ce podcast, c'est Lynn Papin, qui t'adresse la question suivante. Quelle est la dernière lecture qui t'a fait te sentir bien? Non, mais en fait, c'est une bonne question parce que, c'est une bonne question. Bon, merci Lynn Papin. Enfin, je me suis rendu compte que je pense que c'est pas la raison pour laquelle je lis me sentir bien. En général, je pense que je me sens pas très bien une fois que la lecture est terminée. Par contre, quand la lecture se passe bien, quand la rencontre se fait, etc., pendant la lecture, je me sens bien. Après, c'est plus rare. D'accord. Il y a des livres profondément, tout à l'heure, je disais la fin des raisins de la colère, je me suis senti bien. Parce que c'était une fin d'une humanité incroyable, en tout cas que j'ai ressenti comme ça. La fin se déroule sous un déluge, c'est très sombre, c'est des personnages à qui il est arrivé tout un tas de choses très difficiles pendant tout le roman, et il y a une petite chose, un petit acte à la fin d'un des personnages qui change à ce moment-là du livre. Ce personnage-là se transforme à ce moment-là du livre. Qui est tellement lumineux dans un livre tellement dur que ça te fait vraiment, moi ça m'a fait vraiment me sentir bien à un niveau qui est lié à l'humanité en général. Mais ça me va comme réponse. Voilà. Il y a des livres dont la fin est tellement belle et tellement lumineuse, ça fait qu'effectivement après je me sens bien durablement, éternellement quasiment. Ouais. À ton tour, il faut que tu poses une question à la personne que je veux après toi, sans que tu saches qui il ou elle sera. Est-ce que tu as pensé à ça? C'est vachement dur. Hein. Ouais, c'est dur, bien sûr que c'est dur. Et moi, je poserais la question de quelle manière tu te souviens des livres, quelle est la forme du souvenir que tu gardes des livres. Je note, on lui dira. Ouais. Complètement. Et
Ça va, ça va. Et je te ferai part de la réponse. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Si, non, mais je sais pas, enfin, c'est intéressant, ça. Je serais curieux de savoir ce que madame ou monsieur X... Je te dirai ça. J'ai une dernière question, après je te laisse tranquille. Est-ce que parmi les livres dont tu m'as parlé ou d'autres dont tu ne m'as pas parlé, il y a un livre dont tu me recommanderais la lecture absolument? Non, mais les raisins de la colère, c'est le ouais. Qui est ton livre préféré? Ouais, et que j'ai pas lu. C'est le livre, si quelqu'un l'a pas lu, c'est le livre que ça, ouais. Bon, ça me choquerait le plus que quelqu'un l'ait pas lu. Comme ça. Bah écoute, à bon entendeur. On va dire autrement, attends, je vais essayer de trouver une autre formulation. Non, mais c'est très bien. J'aurais l'impression, voilà. Mais voilà, c'est un livre que je trouve absolument magnifique. Et si quelqu'un l'a pas lu, dit autrement, si quelqu'un l'a pas lu, je pense que ça lui fait beaucoup de bien de le lire. Ne nous privons pas d'un tel plaisir. Ouais. C'est dommage de s'en priver. Merci beaucoup, Nicolas, pour cet échange. C'est super. Merci infiniment pour tout ce temps et à bientôt. Merci d'avoir écouté le premier épisode de notre saison 2 de podcast Des gens qui lisent dans la bibliothèque des écrivains. J'ai interrogé la bibliothèque intérieure de Nicolas Garma-Berman et vous pourrez retrouver sa sélection de livres ainsi que les épisodes précédents sur le site internet de la librairie www.desgendsquilises.fr. Si vous aimez ce podcast, parlez-en à d'autres gens qui lisent. À très bientôt à la découverte d'une autre bibliothèque et belle journée dans les livres.